Bonjour à tous, j'avais pas forcément prévu de faire une autre vidéo sur le Joker en plus de celle sortie il y a 2 semaines, mais après avoir vu le film, je pouvais pas me contenter du petit post écrit sur Facebook à chaud en sortant de la séance. Je voulais en parler davantage. J'ai donc choisi de partir sur une analyse du film. Étant donné que je n'ai pas la matière sous les yeux et qu'il est difficile au cinéma de faire arrêt sur image, on va pas partir sur une analyse plan par plan ou même scène par scène, mais sur une analyse beaucoup plus globale divisée en plusieurs parties. Bien entendu, cela va de soi, on va spoiler. On va partir d'un constat partagé par tout le monde. Joker ne respecte pas les codes d'un film de super-héros. Mais c'est quoi les codes d'un film de super-héros ? En général, il y a une phase de découverte. C'est le moment où le futur super-héros découvre ses super-pouvoirs. S'ensuit une prise de conscience de ses responsabilités et l'arrivée d'un antagoniste, un super-vilain. Maintenant que le super-héros a compris l'importance du rôle qu'il a à jouer au sein de l'histoire, place à quelques péripéties, combats et surtout remises en question. Pour terminer sur un affrontement final où le super-héros est toujours victorieux. Voilà, c'est très vulgarisé mais ça représente la structure narrative d'un film de super-héros classique. Alors que Joker, lui, se concentre exclusivement sur la phase 1, la naissance du mal, la naissance du Joker. Pour moi, la phase 1, c'est-à-dire la phase de découverte, commence au début du film, jusqu'au moment où il est debout sur la voiture de police en train de se dessiner son sourire sanglant. C'est-à-dire tout le film, excepté la dernière scène de 2 minutes à Arkham. Le film suit donc la transformation progressive d'Arthur en Joker pour nous montrer à la toute fin la version définitive et mature du Joker. Ajoutez à cela l'absence de super-héros, on pourrait à la rigueur assimiler Murray Franklin ou encore Thomas Wayne comme des antagonistes, mais le réel combat du film oppose Arthur à lui-même. Dans ce sens, les codes d'un film de super-héros sont totalement cassés, on pourrait même se dire qu'on a affaire à un thriller psychologique ou même une tragédie. A noter également que le film n'a pas eu peur d'avoir un PEGI plus élevé que d'habitude, en mettant quand même pas mal d'images pornographiques en arrière-plan, ou encore en s'autorisant à filmer des scènes bien sanglantes. Arthur n'est pas un super vilain, ni même un vilain, c'est simplement un homme. Un homme fragile physiquement, mais surtout psychologiquement, pouvant sombrer dans le chaos à la moindre occasion. Dans le film, il y a 4 choses qui maintiennent Arthur du bon côté et qui l'empêchent de sombrer. Son travail, Murray Franklin, sa mère et sa copine. Son travail lui permet de masquer son handicap. Sa façon maladive de rire devient un atout et non un désavantage lorsqu'il est un clown. Son travail est par ailleurs son seul lien social avec le reste de la population. Mis à l'écart et rejeté par ses concitoyens, comme à l'image de cette scène dans le bus, Arthur est au centre de l'attention et trouve son utilité en exerçant son métier. Son renvoi sera d'ailleurs la première étape de sa transformation progressive en Joker. Après le coup de téléphone de son patron, quelque chose s'est cassé en lui, à l'image de la vitre de la cabine qu'il brise. C'est d'ailleurs juste après ce renvoi, juste après cette scène, qu'il tuera les 3 jeunes dans le métro. Concernant Murray Franklin, c'est une sorte de père fantasmé pour Arthur. L'enfant élevé uniquement par sa mère qu'il est attend patiemment un signe de présence et d'affection paternelle. Cette demande et surtout ce besoin d'amour paternel est représenté par la scène où Arthur imagine Murray lui dire qu'il lâcherait tout pour avoir un enfant comme lui. Parenthèse, ce besoin d'amour paternel est également présent dans les toilettes du cinéma où Arthur demande un câlin ou une marque d'affection de la part de Thomas Wayne, qui lui répondra par un coup de poing dans la figure. Pour en revenir à Murray Franklin, ces moqueries envers l'extrait du stand-up d'Arthur seront vécues comme une trahison. Murray Franklin rejoint donc les nombreuses personnes qui le rejettent et le méprisent. Quant à sa mère, sûrement la personne la plus forte qui l'empêche de sombrer dans la folie, la trahison va être d'autant plus douloureuse. La figure maternelle passe de femme courageuse ayant élevé son enfant seule, à psychopathe ayant battu son fils et étant responsable de ses problèmes mentaux. D'ailleurs, juste après avoir appris la vérité sur sa mère, Arthur part se réfugier non pas chez lui, mais chez sa copine, la dernière chose qui le maintient encore dans ce monde. Comprenant que sa relation n'est qu'une hallucination, Arthur est trop faible pour endurer tout ça et laissera place au Joker. À partir de ce moment précis, la part naïve et enfantine d'Arthur est morte et le Joker est en train de naître. Petite parenthèse, on pourrait également se dire dans une certaine mesure qu'il y avait une 5e chose qui maintenait Arthur dans le droit chemin. L'assistante sociale. La coupe des fonds et l'arrêt forcé de son suivi peuvent être perçus comme une critique du système américain où les coupes budgétaires dans le social sont très fréquentes. C'est l'une des premières choses que je me suis dit en sortant de la salle. Arthur est le reflet de la société qui l'entoure. Si Gotham était une ville paisible et chaleureuse, Arthur serait le citoyen le plus paisible et le plus chaleureux. Mais comme Gotham est une ville violente, alors il en sera le citoyen le plus violent. Contrairement aux autres Jokers, et même aux autres super-vilains en général, Arthur n'est pas actif mais passif. Il n'agit pas par action mais par réaction. Il ne choisit pas de tuer les 3 hommes dans le métro, il réagit à leur agression. Il ne choisit pas d'aller tuer Kendall, mais comme il est venu le voir après l'avoir trahi,
Ou encore il ne choisit pas d'aller tuer Murray, mais comme Murray l'invite sur son plateau, autant en profiter. A contrario, Gary a toujours été respectueux avec lui, il aura donc droit à un bisou. Cela souligne le fait que le Joker rend ce qu'on lui donne, de l'amour ou de la haine. Il ne va donc pas agir sur la société, mais va réagir en fonction de ce que la société lui propose. Et ça, c'est encore une autre rupture par rapport aux autres super vilains. Alors que d'habitude les méchants planifient et élaborent des plans diaboliques, Arthur, lui, se laisse aller, improvise son comportement en fonction des obstacles ou des personnes qu'il rencontre. Il n'est animé par rien, et c'est aussi ça qui le rend encore plus imprévisible. D'ailleurs, il est totalement honnête lorsqu'il affirme dans l'éloge à Murray qu'il ne croit en rien et qu'il n'est pas politisé. La société l'a politisé et la classe populaire l'a érigé en symbole, mais lui n'a strictement rien demandé. En y réfléchissant, Arthur n'a même quasiment aucun pouvoir de décision. Il subit son environnement et réagit en conséquence. D'ailleurs, il n'a même pas choisi son nom et encore moins la cause qu'il défend. Ces meurtres dans le métro sont totalement instrumentalisés. Rappelons qu'Arthur a tué ces 3 hommes car il était en train de se faire lyncher. Dans un Gotham divisé en deux, avec d'un côté les riches et de l'autre les pauvres, les deux camps vont instrumentaliser à leur manière les événements. Le camp des puissants, via Thomas Wayne, va dénoncer une vendetta anti-riche tout en affirmant être la solution aux problèmes de la ville en se présentant en tant que maire. Instrumentalisation des meurtres du métro pour susciter la peur chez les riches dans le but d'obtenir un maximum de soutien, et récupération politique dans le but de se faire élire. Dans le camp des plus pauvres, les meurtres dans le métro sont vus comme un acte héroïque, un acte de résistance contre l'oppression, et surtout l'étincelle qu'il fallait pour embraser la révolution populaire. Clairement, Todd Phillips a mis en scène une lutte des classes comme le théorise Marx, avec d'un côté le patronat, les puissants avec Thomas Wayne en tête, et de l'autre le prolétariat, les travailleurs, c'est-à-dire la majorité de la population de Gotham qui se font exploiter leur force de travail. Arthur est en plein milieu de cette lutte et est devenu, malgré lui, un symbole aussi puissant que les V dans V pour Vendetta. D'ailleurs, il serait faux de dire et de penser que le Joker a choisi le camp des travailleurs par rapport au camp de la bourgeoisie. Il n'a pas choisi, il a simplement été vers la classe qui voulait bien de lui. Tandis que la bourgeoisie l'a rejeté avec un coup de poing dans la figure, la classe populaire l'a accueilli à bras ouverts et l'a érigé au rang d'icône. Il n'a donc pas choisi la classe populaire l'a choisi. Et c'est cette classe populaire qui va enfin le faire sentir vivant, se sentir exister. A noter que lorsqu'il se dessine son sourire avec son propre sang au milieu de ce chaos, il ne rit pas, mais il pleure de joie. Et c'est, je pense, le moment du film où il est le plus heureux. Pas parce que c'est le chaos autour de lui, mais parce qu'il accède enfin à la reconnaissance sociale qu'il a tant attendue. D'ailleurs, en parlant de classe populaire, je trouve qu'il y a un parallèle très triste avec les ordures de la ville. Assez souvent, Arthur est filmé au milieu des poubelles et le film s'ouvre même sur une émission radio constatant l'accumulation des déchets dans la ville, avec en illustration Arthur en train de se maquiller. Globalement, on peut résumer la métaphore de cette façon. L'accumulation des ordures va générer des super rats, et la ville pour les combattre aura besoin de super cats, tout comme l'accumulation de la misère sociale, symbolisée par Arthur, va générer des super vilains, et pour les combattre, la ville aura besoin de super héros. Ce parallèle entre la gestion des déchets et la classe populaire souligne encore la vision du réalisateur. Selon lui, le mal ne naît pas mal, mais est produit de son environnement. La naissance du Joker est le résultat d'un homme fragile, trahi par son entourage et délaissé par la société. On pourrait donc parfaitement résumer le film par la question que pose le Joker à Murray. En français, on pourrait le traduire par « Qu'est-ce qu'on obtient en mélangeant un malade mental avec une société qui l'abandonne ?» C'est une petite partie bonus de l'analyse. Todd Phillips fait beaucoup de références au cinéma, soit pour en faire un petit clin d'œil, ou soit pour s'en inspirer. On peut noter le clin d'œil à Charlie Chaplin lors de la diffusion des temps modernes dans le cinéma. C'est d'ailleurs intéressant de se rendre compte qu'avec cette référence, Todd Phillips tend à définir Gotham comme une ville faisant partie du monde réel et non comme une sorte de bulle à part entière. Le réalisateur a affirmé s'être inspiré entre autres des œuvres de Scorsese pour construire son film. La solitude et le problème d'intégration d'Arthur dans la société rappellent les problèmes de Travis dans Taxi Driver. Ils ont également en point commun cette façon de contempler la violence autour d'eux sans pour autant y participer, jusqu'au jour où ils basculent de l'autre côté et deviennent des tueurs. Le film ne fait pas seulement référence à Taxi Driver, mais à la plupart des films de Scorsese de la fin des années 70. Tout d'abord, le film de Todd Phillips se situe en 1979, où son Gotham ressemble énormément au New York dépeint par Scorsese à cette époque. Ajoutez à cela un traitement colorimétrique vintage et un grain sur l'image qui contraste bien avec les fonds verts et les panneaux à LED des autres films de super-héros. Dans le choix des musiques également, la BO du Joker est très jazz avec en tête de file That's Life de Frank Sinatra. Rappelons que Scorsese est un grand fan de jazz et qu'il a sorti en 1977 l'excellent film musical New York, New York.
et que 2 ans plus tard, le thème du film sera repris par Frank Sinatra lui-même. Le Joker fait également référence à un autre film, cette fois-ci moins connu de la filmographie de Scorsese, The King of Comedy. The King of Comedy raconte l'histoire d'un homme, ironiquement joué par De Niro, voulant à tout prix réussir en tant que comique à la télévision, mais qui se heurte au rejet de l'animateur vedette qui l'adule. Dans le Joker, Arthur campe le rôle de De Niro, et De Niro celui de l'animateur vedette. The King of Comedy met aussi et surtout en lumière l'importance et l'influence de la télévision dans nos vies. Todd Phillips, dans son film, émet une critique sévère de la télévision et du monde médiatique. Il critique surtout l'influence qu'a la télévision sur nos opinions. La scène où la mère d'Arthur affirme que Thomas Wayne sera un bon maire car tout le monde le dit à la télé en est le parfait exemple. C'est également la sphère médiatique qui va faire pleurer dans les chaumières la mort des 3 hommes dans le métro, tandis que des Arthur Fleck meurent chaque jour à Gotham. Le Joker a tout à fait raison lorsqu'il dit à Murray « Si j'étais mort dans la rue, vous m'enjamberiez ». La télévision aurait donc le pouvoir de dire ce qui est drôle et de dire ce qui n'est pas drôle et ce qui est triste. Et là, c'est directement la pensée du réalisateur lui-même. Dans une récente interview, Todd Phillips déplore le manque de liberté dans l'humour. Il affirme qu'il est aujourd'hui compliqué de faire rire et que beaucoup de projets humoristiques avortent par peur d'offenser. Que nous soyons d'accord ou pas avec lui, rappelons que c'est un réalisateur issu de la comédie, et que lorsque le Joker affirme que la télévision influence l'opinion publique pour déterminer ce qui est drôle ou non, Todd Phillips pense très certainement la même chose et déplore le manque de liberté dans l'humour. Si on pousse encore un peu l'analyse, les 3 jeunes du métro ont pour loisir de lyncher une personne socialement inférieure à eux, tout en chantant, ce qui rappelle bien évidemment les passe-temps d'Alex avec ses droguistes dans Orange Mécanique. Je trouve aussi que Joker a quelques points communs avec Orange Mécanique. Récupération politique d'un événement dramatique, comme j'en ai parlé précédemment, mais aussi de privilégier la violence psychologique à la violence physique. Car au final, dans ces 2 films qu'on qualifierait de violents, il n'y a pas tant de violence physique que ça. J'espère que cette analyse du Joker vous aura plu. Si vous voulez continuer de débattre sur un point en particulier, mettez un commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Ensuite, il y a 2 semaines, dans l'onglet Communauté, j'avais lancé un sondage pour savoir quel était votre Joker préféré. Et je suis vraiment étonné de voir que Joaquin Phoenix ait si peu de voix. Mais je pense que beaucoup d'entre vous ont voté avant d'aller voir le film au cinéma. Bon, allez, à la prochaine.